L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé au micro principal, en remplacement d'Antoine qui prend quelques semaines de vacances, mais je suis bien accompagné aujourd'hui et pour le restant de l'été avec Gabriel Gélina, mon collègue au Guide de l'auto. Salut Alpé, bonjour à tous. Alors, les actualités automobiles ne cessent pas durant l'été. On va avoir des horaires chargés et des programmes bien divertissants pour vous. Puis cette semaine, on va commencer par un dévoilement qui est d'une grande importance pour nous ici au Guide de l'auto. C'est la couverture du Guide de l'auto 2026. Et puis cette année, c'est tout spécial parce qu'on a une édition limitée, un coffret en cuir avec une reliure en cuir pour le Guide de l'auto. Et puis, là, on le voit là, à l'écran actuellement là, de cette édition-là 2026. Alors, on précise tout de suite que ce que vous voyez en rouge, c'est la page couverture de l'édition régulière du Guide de l'auto. Le Guide de l'auto que vous connaissez depuis toujours. Donc, ça, c'est la page couverture pour l'édition régulière. Et on a choisi la Porsche 911. Oui. Pourquoi? Parce que l'édition 2026 du Guide de l'auto, c'est le 60e anniversaire du Guide. Et donc, on voulait une voiture qui était présente dans le tout premier Guide de l'auto en 1967 et qui l'est encore en 2026 sur le marché, la Porsche 911. C'était presque un incontournable pour ça de ce côté-là. Mais aussi, il y a une édition limitée, le coffret avec le livre, avec une reliure en cuir. Et ça, là, c'est limité à peu près 1000 exemplaires. C'est 1250 exemplaires. Ouais. 1250 exemplaires. Il se vend un petit peu plus cher. Oui. Mais s'il est déjà possible de précommander votre guide de l'auto, soit l'édition régulière ou l'édition limitée, et sais-tu combien ils en ont vendu en 24 heures, dans les premières 24 heures d'édition limitée? On m'a dit que c'était extraordinaire comme chiffre. Puis moi, j'étais pas comme... Je me disais, la prévente, on le fait normalement pour montrer que la couverture, elle est là. Et puis là, je pense que je vais me presser un peu plus quand j'ai entendu ce chiffre-là. Je vais précommander mon livre. En 24 heures, il s'en est vendu 350. Okay? Donc, il en reste moins de 1000 disponibles. Donc, si vous voulez vraiment avoir cet objet de collection qui est l'édition limitée, encore une fois, reliure en cuir et le coffret. D'ailleurs, sur le coffret, vous avez représenté en background comme les 60 couvertures du Guide de l'auto. Donc, si vous voulez absolument avoir cet ouvrage de collection, cette édition limitée, encore une fois, ne tardez surtout pas. Ça va beaucoup plus vite, ça se vend beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Ouais. Et c'est assez frappant. Oui, je pense qu'on n'en aura pas au Salon de l'Auto en janvier, malheureusement. Fait que c'est sûr que, évidemment, tous les ans, on vend pratiquement tous les exemplaires du Guide de l'Auto. L'an dernier, on était encore au sommet du palmarès Gaspard comme étant le best-seller au Québec, le livre le plus vendu dans la province. On va probablement se rendre encore à ce palmarès-là au sommet du palmarès cette année. Par contre, on vend pas mal tous nos livres. Donc, pour cette édition-là, c'est bien important. Oui, ce serait important de ne pas tarder. Évidemment, vous pouvez aller sur le site du Guide de l'auto, sur notre site web, pour trouver les informations, le lien pour justement précommander votre exemplaire, que ce soit l'édition régulière, encore une fois, ou encore cette nouvelle édition limitée pour le 60e anniversaire du Guide de l'auto. Alors, surtout, ne tardez pas si c'est celle-là que vous voulez. Ouais. Et bonne chance. Bonne chance d'en avoir. Oui, exactement. Bon, ça, ce fut le segment spécialement pour la couverture du Guide de l'auto parce que c'est un moment important pour nous. Puis là, il va y avoir d'autres nouvelles au sujet du guide parce que, justement, c'est la 60e anniversaire. Il y a plein de dossiers spéciaux. On va en garder. On va garder des petits secrets pour les prochaines émissions cet été, mais ça va sortir au fur et à mesure. Et puis, on a bien hâte de vous montrer ça. Dans l'actualité automobile, on va commencer avec une marque qui fait également des éditions limitées dans son catalogue, Ferrari, qui a introduit une remplaçante à l'Aroma. Oui, il y a absolument... Ça s'est passé il y a 2 jours. Ouais. Donc, un tout nouveau modèle pour Ferrari.
qui est la Ferrari Amalfi. Donc, le nom fait évidemment référence à la côte amalfitaine de l'Italie. Une très belle région d'ailleurs. Oui, très occupée en été, particulièrement. Par les touristes. Et donc, la voici justement, cette nouvelle Ferrari Amalfi. Vous pouvez voir que ça ressemble beaucoup à une Roma, sauf que, d'ailleurs, les dimensions sont à peu près comparables, sauf qu'il n'y a aucun panneau de carrosserie qui est partagé entre la nouvelle Amalfi et l'ancienne Roma. Donc, il y a un look qui est un petit peu plus moderne aussi, surtout pour ce qui est de la partie avant, comme vous pouvez le voir sur ces magnifiques images. Donc, il s'agit essentiellement d'une Roma restylée un peu, avec un peu une influence de la 12 Cilindri, la 12 cylindres, 12 cylindres de Ferrari, pour ce qui est non seulement du style extérieur, mais aussi de l'intérieur avec les écrans. Et aussi, ce qu'on remarque, c'est du côté de l'intérieur, sur le volant, on retrouve maintenant des boutons physiques qui étaient disparus. C'était des touches haptiques avant. Et puis là, maintenant, des boutons physiques, dont le fameux bouton du démarrage du moteur et tout. Sur le plan mécanique, c'est à peu près la même chose que la Roma, c'est-à-dire le V8 de 3,9 litres et évidemment en position centrale avant. La puissance un petit peu plus augmentée un petit peu, donc 631 chevaux, 0-100 en 3,3 secondes, 320 km/h de vitesse de pointe, voilà. Donc, c'est toujours, évidemment, des places arrière qui sont symboliques là-dessus. Là, c'est vraiment une 2+2. Et donc, là, en ce moment, ce qui va arriver pour 2026, c'est que Ferrari va avoir la Roma Spider, parce qu'on sait que la Roma était disparue du catalogue en 2024, si ma mémoire est bonne. Et ils vont avoir aussi cette Amalfi. Et éventuellement, probablement l'année prochaine, on va avoir droit à une version Spider de la Amalfi pour remplacer justement la Roma Spider. Donc, comme toujours chez Ferrari, là, ça se fait c'est un effeuillage en étape. Pour garder aussi le modèle dans l'actualité. Mais évidemment, c'est un constructeur qui ne fait pas autant de volume que d'autres. Évidemment. Et donc, de ce côté-là, il se concentre d'abord sur la production de ce nouveau coupé et éventuellement du modèle découvrable de cette nouvelle voiture. J'ai hâte de voir. Peut-être qu'on va en avoir une sur la route au Québec. Il y a un collectionneur qui va peut-être mettre la main sur ce véhicule-là, on ne sait pas. Moi, j'ai été faire un petit tour du côté de Cambridge, en Ontario, la semaine dernière pour aller visiter les installations de Lexus, en fait, l'usine de Lexus ici au Canada, parce que c'est le 35e anniversaire de Lexus au pays. C'était pas des trucs qui étaient bien importants avant parce que, les constructeurs aiment bien parler de leurs anniversaires, tout ça. Mais moi, ça m'a intéressé plus particulièrement cette année parce que Toyota a affirmé qu'ils conserveraient leurs activités au Canada le plus longtemps possible. Il n'y a pas tous les constructeurs, comme Honda, GM, etc., ils sont dans des positions qui sont difficiles. Tous les constructeurs sont dans des positions difficiles avec les tarifs, avec les États-Unis. Par contre, chez Toyota, on affirme qu'on va conserver, c'est une énorme empreinte manufacturière qui est très importante. On fait notamment les RX, NX, les RAV4, etc. Donc, c'était bien important pour moi de me rendre là. Puis j'ai eu l'occasion d'essayer la première voiture que Lexus a commercialisée au Canada, la LS400, cette grande berline de luxe. En fait, c'est une interprétation du luxe des années 1990, mais on avait un exemplaire qui avait seulement 100 000 et des poussières de kilométrage sur le compteur, un véhicule animé par un V8 de 4 litres qui développe un 250 chevaux. Et c'était énorme à l'époque. C'était énorme à l'époque, absolument. Une voiture qui paraît très anodine, mais qui a amené cette dimension-là de luxe japonais aux États-Unis, mais aussi au Canada. Et surtout à beaucoup moindre prix que les concurrents de l'époque. Ouais. Ce créneau-là, là, c'était la chasse gardée des marques allemandes. Tu avais aussi Cadillac qui jouait là-dedans, là, mais c'était Mercedes-Benz Classe S, BMW Série 7, tout ça. Ouais. Et quand Lexus sont arrivés avec la LS400, qui était une voiture de meilleure qualité, mieux assemblée, avec moins de problèmes de fiabilité et de troubles,
XYZ que les rivales allemandes, avec aussi un prix qui a coupé l'herbe sous le pied. Ouais. Ça a été un gros succès. Moi, je me souviens de toutes les pubs oui. qu'ils ont fait avec justement celles où il y avait des coupes de champagne. Les verres de champagne, en pyramide sur le capot, alors que la voiture roulait à son régime maximum sur évidemment sur un dynamomètre. Et donc, pour témoigner du fait qu'il n'y avait absolument aucune vibration dans ce moteur V8. Donc, ça a été vraiment un moment marquant de l'histoire de l'automobile en général, là, mais particulièrement dans le créneau de la voiture de luxe. Et c'est ça aussi qui a précipité l'arrivée d'Infiniti chez Nissan, oui. et aussi Acura. Acura, oui, absolument. Et là, maintenant, on se retrouve avec ces marques-là qui Lexus domine encore et toujours les palmarès de fiabilité. Ouais. En fait, un des gros problèmes de Lexus, c'est le fait que si vous en achetez un, vous risquez de vous le faire voler. Parce que c'est des véhicules qui sont très souvent, dans le cas du RX notamment, là, très ciblés pour les vols à l'exportation. Ouais. Mais toujours est-il que... et aussi, le fait que l'usine Lexus au Canada... a été justement aussi, pendant certaines années, primée comme la meilleure usine Lexus au monde, meilleure en termes de qualité que ce qu'ils faisaient au Japon. Et ça a été la première usine de Lexus qui était à l'extérieur du Japon, cette usine de Cambridge. Là. Donc, vraiment. Puis, bon, il y a tout le pitch du constructeur qui vient avec, de comment il assemble les véhicules, mais c'est tellement bien fait, bien assemblé, et le travail qui vient derrière les véhicules Lexus, ça se voit, là, que c'est pas juste par magie que les véhicules ont une meilleure cote de fiabilité puis sont mieux assemblés. Ça se voit, c'est juste qu'ils ne sont pas compétitifs dans tous les créneaux. Par contre, avec cette LS400-là qui s'est conservée parfaitement sur toutes ces années-là, ça faisait vraiment différent de pouvoir essayer ce véhicule-là qui était toujours aussi doux puis qui ronronnait toujours aussi doucement là, que de son introduction en 1991. Je veux parler de Stellantis. Évidemment, on en parle à pas mal toutes les émissions, mais là, il y a eu encore des changements. Tim Kuniskis, qui était en fait à la tête de Dodge, et puis qui a pris sa retraite, et puis quand il a introduit le Dodge Charger Daytona, ensuite, il a été repêché pour revenir à la tête de Ram, et puis maintenant, on l'a mis à la tête de toutes les marques américaines du côté des États-Unis. Puis là, il ressuscite un badge qui a apporté beaucoup aux constructeurs à travers les années. Oui, le badge SRT, donc Street and Racing Technology, ça va être disparu en 2021. 2021, exactement. Ouais. Et là, ils ont décidé de ramener ça. Donc, tous les modèles SRT qui ont été déclinés, non seulement pour ce qui est des Charger, Challenger, tout ça, mais aussi Durango et compagnie. Ouais. Attendez-vous à ce que ça revienne, ça. Puis attendez-vous aussi à ce que le moteur Hemi revienne en force du côté de ces véhicules-là. Oui, parce que lui c'était dans les dernières semaines, c'était ça une annonce, c'était une erreur qu'on avait retiré le moteur Hemi du côté de Ram, mais là, on va le voir ailleurs. Là. Si on voit SRT, normalement, on devrait voir du Hemi. Fait qu'on voit véritablement comme une espèce de retour à ce que cette division-là produisait dans le passé. Ce gars-là est un gars assez intéressant parce qu'il est entré à l'emploi quand c'était Daimler Chrysler. Souviens-toi quand il y a eu cette fusion entre Daimler et Chrysler. En Allemagne. C'est là qu'il a commencé sa carrière. Il a aussi été patron de Maserati pour l'ensemble de la planète. C'est quelqu'un qui a une vision assez large, si on peut dire, du marché automobile et des différents créneaux. Et le fait maintenant qu'il va être responsable non seulement pas juste de Ram, mais aussi de Dodge et de Jeep et de Chrysler pour ce qui en reste. Mais ça va donner, je pense, beaucoup de momentum, si on veut. Un momentum que le constructeur a grandement besoin. Exactement. Exactement. Écoute, on va voir des véhicules qui vont sortir des usines avec des badges SRT. Moi, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont adapter avec les motorisations à essence, parce que Tim Kuniskis est là pour essayer de capitaliser sur qu'est-ce que le constructeur a fait avant, puis renflouer les coffres de l'entreprise qui en ont grandement besoin, évidemment. On a aussi l'impression que
tu sais, dans l'ère précédente, là, sous Carlos Tavares avec Stellantis, on voulait véritablement le partage des plateformes, le partage des composants. Puis c'est là que tu te retrouves avec un Alfa Romeo Tonale qui est un Dodge Hornet, qui est le même véhicule à peu près. Et là, sans compter toutes les cylindrées, les grosses cylindrées qui disparaissaient. C'est ça. Et donc là, maintenant, on a vraiment l'impression que les marques qui ont une identité forte chez Stellantis vont pouvoir l'exprimer puis vont avoir les moyens de le faire. Ouais. Je veux parler de Apple CarPlay. Apple CarPlay Ultra, qu'on en a parlé à l'émission une couple de fois. On avait dit que Aston Martin était un des premiers constructeurs à avoir adopté Apple CarPlay Ultra. En gros, Apple CarPlay Ultra, c'est un peu un système d'infodivertissement qui s'éparpille partout dans le véhicule. Donc, Apple sera en charge des divers systèmes du véhicule, l'instrumentation, jusqu'à la ventilation, pour simplifier la tâche là, des constructeurs. C'est ça. Et tout ça part du fait que maintenant, évidemment, on n'a plus un bloc d'instruments traditionnels avec des cadrans, avec malheureusement. Des aiguilles. C'est un écran qu'on en a souvent dans les voitures modernes comme ça. Tu as aussi l'écran du système d'infodivertissement. Tu as aussi parfois maintenant un troisième écran côté passager. Et une fois que tu as des écrans, ben, tu peux mettre ce que tu veux là-dessus. Et tu peux paramétrer l'information, l'affichage sur un paquet de variables. Et c'est ça que Apple CarPlay Ultra proposait, c'est d'avoir leur propre, par exemple, affichage pour même l'instrumentation, pas juste l'écran d'infodivertissement. Mais le problème, c'est que, bon, si tu fais ça, tu tues en quelque sorte un peu l'identité du véhicule. Écoute, c'est déjà fait là, avec les blocs d'instrumentation en ce moment. Sauf que ce que ça permet, par exemple, c'est que dans une Rolls-Royce, tu as le même système de télématique que dans les BMW, mais l'affichage n'est pas pareil. Oui. Chez Aston Martin, c'est un système Mercedes-Benz, mais l'affichage n'est pas pareil. Maintenant, ils ont développé aussi un autre système, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ce que tu regardes en tant que conducteur, que ce soit ton écran d'instrumentation ou ce que tu as sur ton écran central, il faut qu'il y ait un look, il faut qu'il y ait un feel qui te rappelle pourquoi tu as dépensé autant d'argent pour cette voiture-là et pourquoi tu as choisi ce modèle-là. Et là, à partir du moment où Apple prend toute la surface des écrans, ben là, tu viens de tuer en quelque sorte cette chose-là. Puis c'est un bon point que tu amènes, puis j'amènerais le point aussi que les constructeurs... Maintenant, là, les données collectées par les véhicules, c'est un segment, c'est un modèle d'affaires en soi. Et puis, je pense que les constructeurs, ça leur coûte très cher de développer des systèmes d'infodivertissement puis de données, etc. Mais ils sont capables de vendre ces données-là à des parties tierces. Si on passe à travers les politiques de confidentialité des constructeurs, c'est tout public, c'est tout écrit qu'on prend vos données puis on les revend parce qu'on fait moins d'argent avec les véhicules en général, donc on vend vos données. Et puis là, maintenant, donner ce modèle d'affaires-là à Apple, ça l'enlève des revenus. Des constructeurs comme Aston Martin, c'est des petits tirages, c'est des petits modèles de production. Ça leur dérange peut-être un peu moins parce que leur point de données, c'est pas ça. Ils font de l'argent avec les véhicules, puis bon, ils les vendent à petit volume, puis ça fonctionne. Mais un constructeur comme General Motors, par exemple, quand on a introduit le Blazer EV, l'Equinox EV, on a refusé d'embarquer des systèmes comme Apple CarPlay et Android Auto, trouvant particulièrement plus profitable de travailler avec Google, par exemple, pour développer certaines facettes du système d'infodivertissement, mais de garder les données des véhicules qui, on le dit maintenant, sont de plus en plus connectés avec le constructeur via les mises à jour infonuagiques là, en direct. Donc, c'est quelque chose que les constructeurs, je pense, qui sont de plus en plus réticents à embarquer dedans s'il n'y a pas de conditions pour garder leur identité, mais aussi les données là, de leurs utilisateurs. Oui, tout à fait. Ça, je pense que c'est ça aussi le nerf de la guerre dans ce dossier-là. Oui. Les véhicules zéro émission au Québec, le gouvernement, ben là, on le savait un peu, on en parle également souvent dans l'émission, des objectifs des divers paliers de gouvernement qui veulent électrifier la flotte de véhicules sur nos routes. Et puis bon, ben on voit dans les derniers mois que bon, il y a eu toute une sorte de cafouillage avec les subventions, l'adoption des véhicules électriques, les changements de gouvernement, etc. L'espèce d'engouement pour le véhicule électrique est un petit peu remis en question, tout dépendant de où est-ce qu'on parle, parce qu'au Québec, c'est une chose, aux États-Unis, c'est une autre. En Chine, c'est encore extrêmement populaire. Donc, on ne peut pas généraliser puis dire que plus personne veut des véhicules électriques. Ce n'est pas le cas. Par contre, les gouvernements doivent s'adapter
Et puis, ben, du côté du gouvernement du Québec, ben, on va maintenant inclure dans les objectifs qu'on impose aux constructeurs la possibilité d'inclure les hybrides traditionnels. Avant, on incluait juste les véhicules électriques transfichables. Maintenant, les hybrides traditionnels vont être inclus. Oui, ça c'est un gros changement. Ouais. Parce que, bon, évidemment, les hybrides conventionnels, si on peut les appeler comme ça, ou les hybrides classiques, c'est-à-dire ceux dont on recharge la batterie simplement par l'effort du freinage, la décélération, ces choses-là, sans possibilité de les brancher. Évidemment, ils ne sont pas aussi efficaces en termes de consommation, même s'ils le sont plus qu'un véhicule conventionnel qui n'a aucune hybridation. Largement, oui. Ouais. Donc, mais de ce côté-là, c'est clair que d'inclure ces véhicules-là dans le pool, si je peux m'exprimer ainsi, des véhicules électrifiés, entre guillemets, donc qui vont maintenant contenir non seulement les véhicules à batterie. Oui. Dans le VZE, ce qui englobe les VZE. Donc, ça va leur permettre peut-être d'accomplir les objectifs de 32,5 % en 2026 qui arrive l'an prochain. Parce que il n'aurait pas été possible de les atteindre juste avec les hybrides branchables. Évidemment. Et juste avec les véhicules électriques. Surtout avec l'effet de yo-yo que l'on a eu avec les subventions pour les véhicules électriques. Donc, ça n'a pas aidé du tout, justement, tout le processus d'adoption. Mais donc, le fait d'inclure maintenant les hybrides classiques conventionnels dans le mix, ça va permettre, sur papier, d'atteindre certains objectifs. Par contre, est-ce qu'on va véritablement réduire la consommation de carburant totale au Québec ou les émissions polluantes? Bien, forcément moins. C'est un bon point parce que c'est les constructeurs qui ont fini par mettre la pression aussi puis qui ont dit, si on n'a pas de véhicules à vendre l'an prochain, si on n'a pas de véhicules électriques parce que le marché américain n'offre plus de subventions, parce que les conjonctures politiques et économiques ne le permettent pas, on ne peut pas atteindre des objectifs grandissants de vente de véhicules si on n'en a pas à vendre. Puis, au Canada, on fait des bons hybrides traditionnels, hein, du côté de chez Honda, du côté de chez Toyota, justement, on en parlait tantôt. Donc, c'est pour notre économie, ça peut être plus intéressant aussi. Puis je pense que ça va se voir année après année, je pense. On va y aller une affaire à la fois parce que justement, il y a tellement d'incertitudes en ce moment que ça va être difficile à prévoir. Le climat est le climat politique pour ce qui est parce que, évidemment, aux États-Unis, c'est devenu une affaire politique, la voiture électrique, avec Donald Trump et tout. Donc, tout ça, ça a une incidence directe sur la production des véhicules et l'adoption dans les marchés et même dans des marchés comme le nôtre, où on est plus porté à regarder du côté d'un véhicule électrique, ça fait en sorte que si le prix est plus élevé ou la disponibilité est moindre, etc., tout ça, ce sont des décisions qui viennent jouer pour beaucoup dans le choix d'un véhicule qu'on peut faire pour l'avenir. Évidemment. Je veux parler, on parle d'électrification au Canada, on parle de véhicules électriques chinois. Souvent aussi, dans les actualités, on sait que le Canada a imposé une surtaxe de 100 % sur les véhicules électriques assemblés en Chine. Et ce ne sont pas seulement les véhicules de marque chinoise, mais également des véhicules de toutes marques confondues. Un fabricant de téléphones cellulaires ou de télécommunications qui s'appelle Xiaomi a épaté la galerie avec une berline dans les dernières années qui s'appelait la SU7. Jim Farley, le président et chef de la direction de Ford, en a roulé une pendant quelques mois à Détroit et a dit que c'était un excellent véhicule. Donc, ça montre comment la phrase péjorative de Made in China ne l'est plus dans l'assemblage. On parle de véhicules aujourd'hui, mais de l'assemblage de bien des affaires qui se trouvent sur nos tablettes. Et puis maintenant, le fabricant Xiaomi a introduit son utilitaire. C'est le YU7, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Et puis cet utilitaire-là, du côté de la Chine, on dit que ça a été très, très, très populaire en précommande. Oui, alors vous le voyez, là, justement, ce véhicule-là, ils ont fait 300 000 précommandes en 1 heure. Pour ce VUS à motorisation électrique. Ouais. Je pense que les constructeurs vont gonfler un peu ces chiffres-là, mais c'est sûr que ça a connu quand même un succès. Là. Mais regardez juste le look de ce véhicule-là. Ah oui. Des phares qui rappellent ceux d'une McLaren, des formes qui ressemblent un peu à celui du Puro Sangue de Ferrari. Ouais. Même les ouvertures sur le capot qui vous rappellent un peu peut-être des AMG ou des voitures de performance. On s'inspire des grands ténors de l'industrie automobile. Là. Mais il y a plus que le design. Parce que
évidemment, les constructeurs chinois ont une longueur d'avance pour ce qui est du développement de la voiture électrique. Non seulement pour ce qui est des batteries, mais des moteurs aussi. Vitesse de recharge, vitesse de recharge, économie d'échelle et tout. Donc, et d'ailleurs, pour plusieurs constructeurs automobiles, comme tu parlais de Jim Farley, le président et chef de la direction de Ford, eux sont très conscients du fait que les constructeurs chinois sont en avance et continuent de gagner du terrain dans ce créneau-là, principalement de la mobilité électrique. Ouais. Et que si les constructeurs... au point où on vient à se demander s'il n'est pas déjà trop tard pour certaines marques américaines ou même européennes, qui n'ont pas nécessairement les moyens d'investir aussi massivement dans le développement de ces véhicules-là. Vous allez me dire, tout ça, c'est subventionné par le gouvernement chinois, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça n'enlève pas au moins les prouesses technologiques qu'ils comportent. Donc, ils ont mis beaucoup d'argent en subventionnant ces compagnies, ces constructeurs automobiles chinois pour construire ces véhicules-là. Et ces marques chinoises-là, elles ont évolué comment? Ils ont évolué tout simplement parce qu'au début, l'industrie automobile chinoise, ça n'existait pas il y a à peu près une quarantaine d'années. Et quand les constructeurs automobiles européens ou américains voulaient s'implanter en Chine, le gouvernement a imposé de construire les voitures localement en co-entreprise avec des entreprises chinoises. Des fabricants, oui. Là, ça t'a donné des choses comme BMW qui faisait des voitures en Chine avec une marque qui s'appelait Brilliance. Et ce qu'on appelait à l'époque des usines qui étaient des knockdowns, c'est-à-dire BMW expédiait des moteurs, expédiait des transmissions en Chine, et c'est là qu'on faisait l'assemblage final du véhicule. Ils ont appris très, très rapidement comment construire des voitures, et quels étaient les meilleurs procédés de fabrication. Et là, maintenant, c'est parti. C'est parti. Et puis, bon, il y a toute la question d'espionnage industriel. Moi, je me souviens de combien de salons de l'auto auxquels je suis allé en Francfort ou ailleurs, où tu voyais des armées de Chinois qui débarquaient, qui mesuraient les voitures qui se mettaient en dessous, qui prenaient des photos. Avec des appareils là, pour imprimer, là, puis pour prendre des images là, très détaillées. Poussées. Et ils avaient un badge de journaliste, mais c'était pas des journalistes du tout. C'était de l'espionnage industriel au salon de l'auto pendant la journée média. Alors, tous ces éléments-là font en sorte qu'aujourd'hui, ils ont construit une industrie qui est vraiment très, très performante et qui veut aussi, qui est des visées sur l'exportation, au même titre que les Coréens l'ont fait pendant des années. Là, il est clair que le marché coréen ne peut pas absorber toute la production de Hyundai, Kia, Genesis. C'est clair que ce sont des marques qui sont conçues pour l'exportation. Et c'est le prochain move. On le voit d'ailleurs déjà en Europe, en Amérique du Sud aussi, qu'on s'installe au Mexique. Les marques chinoises sont déjà présentes au Mexique, en Amérique du Nord. Le Mexique faisant partie de l'Amérique du Nord. Exact. Donc ça va être le gros challenge là, pour les marques conventionnelles, qu'elles soient européennes, nord-américaines. Comment est-ce qu'on va résister à cette pression-là? Et pendant combien de temps on va être en mesure de résister à cette pression-là? Dossier à suivre pour les véhicules électriques chinois, mais quand on voit des images, des spécifications, on est toujours bien étonné. Au retour, on reçoit M. Patrick Nadeau qui a fait un road trip en véhicule électrique qui l'a amené à parcourir près de 20 000 km. Puis ensuite, on va passer à nos essais de la semaine. Restez avec nous. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Gabriel, je suis toujours un petit peu excité, moi, quand que j'emprunte un véhicule électrique et puis que je veux faire de la distance avec le véhicule pour non seulement évaluer l'autonomie, mais aussi les performances, puis tester le réseau de recharge, que ce soit au Québec ou en Ontario. La vitesse de recharge aussi. La vitesse de recharge aussi. Puis, on revient toujours avec des petites anecdotes sur la recharge, sur le véhicule en général. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a fait pas mal plus qu'un petit périple que moi je fais le week-end avec un véhicule électrique. Patrick Nadeau. Patrick Nadeau a fait quasiment 20 000 km sur un périple en voiture électrique qui l'a mené jusque dans la ville de Tuktoyaktuk, dans les territoires du Nord-Ouest. Patrick, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Merci de me recevoir. Écoute, moi, la première affaire que je veux savoir, c'est comment ça a commencé un peu tout ce plan-là là, de faire tout ce millage-là avec votre véhicule électrique, qui est une Hyundai Ioniq 5 là, en passant. Oui, en fait, en 2022, j'ai fait mon premier périple jusqu'à Puerto Vallarta au Mexique. Je devais le faire avec mon camion, mon F-150, puis je me suis mis à regarder la route.
puis à travers les applications comme PlugShare, ABRP, puis j'ai réalisé que je pouvais le faire en véhicule électrique. Donc, je suis parti à l'aventure. Je suis parti sur un périple de 3 mois. J'ai passé par l'Utah, l'Arizona. Je suis descendu ensuite à Puerto Vallarta. Et puis, en revenant de ce périple-là, j'ai posté ça sur mes réseaux sociaux, sur Facebook. Et Hyundai ont vu ça et ont vu que c'était une belle façon de déboulonner les mythes. Donc, c'est de là qu'on a tombé, je suis tombé un petit peu en relation avec Hyundai par rapport à ça. Et ils m'ont invité au lancement de la Ioniq 6 à Vancouver. Puis après ça, le temps a passé un petit peu. Nous, on avait soumis d'autres idées. Quand je dis nous, il y a toujours ma conjointe dans cette collaboration parce que j'ai beau partir seul, mais il y a quand même elle derrière moi avec les 3 enfants qui s'occupent à la maison. Et puis finalement, quelques temps plus tard, on a reçu un appel de Hyundai qui nous disait « Es-tu prêt à repartir à l'aventure? » Et de là est venu ce projet-là d'aller vers l'Arctique. Dans les territoires du Nord-Ouest. Donc, la voiture, la Ioniq 5, c'est ta propre voiture ou c'est une voiture c'est ta voiture? Est-ce que c'était ta seule véhicule électrique ou c'est ton premier véhicule électrique ou tu as eu plusieurs véhicules électriques avant ça? Non, en fait, j'avais 2 F-150 avant ça. J'en ai vendu un parce que c'est totalement différent. Pour moi, ça a été mathématique comme décision quand j'ai fait les calculs au niveau d'économie d'essence. Et puis, ça faisait 3 mois que j'avais eu mon véhicule, ma Ioniq 5, quand j'ai décidé de partir pour Puerto Vallarta. Donc, on peut pas dire que j'avais une grande expérience, mais je pense que j'avais vu toutes les vidéos YouTube possibles sur le web. Et puis, j'avais l'impression de connaître le véhicule. Ouais. Et pour le dernier périple, pour me rendre à l'Arctique, en fait, celui-là, ça m'a été prêté par Hyundai. Donc, le départ officiel s'est fait de Markham, qui est la maison mère, près de Toronto, en Ontario. Et c'est avec leur voiture. C'est une voiture stock, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune modification dessus. J'avais le Ultimate Package, oui. Donc, roue à traction intégrale. Ouais. Et le seul changement qu'on a fait, c'est le lettrage autour du véhicule. On n'a même pas changé les pneus. C'était les pneus d'origine. OK. Les variations de température ont été pas mal différentes de ton premier voyage au second voyage, hein, parce que je peux dire qu'aller à Puerto Vallarta puis d'aller à Tuktoyaktuk, je pense que la véhicule électrique a vu des différentes conditions climatiques. J'imagine que quand tu t'es rendu en Arctique, tu as vu toutes sortes de températures là, avec le véhicule. Oui, en fait, c'est sûr que quand on va vers Puerto Vallarta, on est plus dans les conditions maximales pour un véhicule électrique. C'est plus chaud, disons. Pour ce qui est de l'Arctique, j'ai eu des températures différentes, mais je suis pas parti, c'est sûr, je suis pas parti au mois de janvier. Je suis parti le 24 avril pour arriver à Tuktoyaktuk de mémoire le 10 ou 11 juin. Donc, j'ai quand même eu, quand je suis arrivé dans la dernière section, dans les territoires du Nord-Ouest, on appelle ça la Dempster Highway. Il y a 850 km de chemin de gravier à faire. On est en montagne. J'ai eu de la pluie. Il y a eu 2 jours de pluie sans arrêt. Je me suis ramassé dans de la boue, peut-être 2 pouces de boue à certains endroits. Ouais. Et il neigeait même. Fait que j'étais pas dans les moins 20, mais j'étais autour de 0 degré dans cette période, dans ce secteur-là. Puis c'est sûr que ce qui affectait le plus, en fait, je dirais, l'autonomie, c'est vraiment la restriction que j'avais de façon constante sur ce chemin de gravier, de boue, de tout ce qu'on veut. Et je suis arrivé à Inuvik, la ville avant Tuktoyaktuk, avec 0% de batterie. J'ai vu apparaître la petite tortue. Et là, je peux dire, j'étais content de voir la civilisation rendue là, mais j'avais pratiquement 400 km sans une prise de courant. Mais justement, quand on parle de recharge, ça nécessitait combien de recharge pour faire ce périple-là qui est presque 20 000 km là, de distance? Vous avez rechargé combien de fois et combien de temps ça a pris pour justement recharger le véhicule à ce moment-là? Au total, ça a été 87 fois. Ça peut paraître beaucoup. Ça l'est quand même beaucoup, mais faut savoir que je m'arrêtais souvent pas quand la voiture n'avait pas besoin, que moi j'en avais besoin, parce que l'autonomie de ce véhicule-là est 463 km dans le format que je l'avais. Et 463 km, c'est quand même 5-6 heures de route. Là.
Fait qu'on a besoin d'arrêter avant ça pour manger. Fait que tout ce que je faisais, tout simplement, c'est de coordonner mes arrêts avec mes besoins. Ce qui fait que je rechargeais peut-être en moyenne aux 250 km après 3 heures de route environ. OK. Et donc, et le coût total, ça m'a coûté 1403 et 13 cents, pour être précis. J'ai tout inscrit tout le long en m'en allant. Et ce qui a été le plus cher dans tout ça, en fait, c'est quand on arrive à Inuvik, justement, on est à l'au bout du monde, faut le dire, là. Une seule recharge de level 2, qui est un chargeur de destination, c'est pas un chargeur rapide. Ben, j'ai chargé à 2 reprises à cet endroit-là. Ça m'a coûté 100 $ à chaque fois pour charger. Ouais. C'est beaucoup. Mais l'essence était à 2,65 le litre aussi. Oui. Et juste pour vous donner une idée, une bouteille d'eau dans un dépanneur, dans une épicerie, était 11 $. Je comprends. Ouais, ça fait que ça les prix, avec le reste. ça va avec le reste. Écoute, j'ai fait des petits calculs rapidement. Tu as chargé 87 fois en moyenne 42 minutes. C'est 7134 minutes. C'est à peu près 120 heures de recharge. Bon. Et pas à attendre, comme tu le disais, devant une borne. Là, tu coordonnais quand même tes arrêts. J'imagine que tu as fait une petite sieste aussi une fois de temps en temps. 5 jours au total de 120 heures, mettons, là, si on regarde mathématiquement, c'est quand même beaucoup. Par contre, tu calcules là-dedans la recharge de niveau 2 là, qui était quand même assez longue là, parce que ça a fait augmenter ta moyenne de recharge beaucoup que comparativement quand tu étais, par exemple, sur une autoroute principale où est-ce que tu pouvais charger jusqu'à 200 kW ou 220 ou quelque chose comme ça, tout dépendant de ce que le véhicule permettait. Ma question qui vient après, puis là, tu vas être capable de répondre, la puissance de recharge la plus basse et la plus haute que tu as obtenue, parce que je suis pas mal sûr que tu les as notées, c'est lesquelles? Niveau 2, ça doit te rapprocher de 11 kek, puis après ça, ben, tu étais dans les 200. Là. Ouais, ben en fait, j'ai eu dans le niveau 2, même du 6,9. Ouais. 6 kW à l'heure. Et dans les plus rapides, on a un très beau réseau. Il y a encore de l'amélioration à faire quand on passe de Toronto jusqu'à la Colombie-Britannique. Dans le centre, c'est plus lent, les réseaux. J'avais quand même plusieurs 50, mais j'avais des 200 kilowatts. Je dirais que c'était pas mal le maximum, le 200. Okay. Mais il y a des très beaux réseaux qui s'implantent aussi. Je pense entre autres à Coop, en Alberta, Colombie-Britannique. Ils ont vraiment fait des bels aménagements. On voit qu'il y en a qui ont compris comment ça fonctionnait, là, qui voient le potentiel. Oui. C'est ça. T'as-tu des... bon, j'ai lu un peu là, le communiqué. Tu sembles pas avoir eu trop de problèmes avec la recharge. T'as-tu déjà planifié des chargeurs qui ne fonctionnaient pas, par exemple, quand il est arrivé? Parce que moi, je sais que nous, ça nous arrive des fois quand on sort du Québec. Au Québec, c'est très fiable en général, mais des réseaux qui sont privés, comme je pense à Electrify Canada, Petro-Canada, etc., ce sont des réseaux que des fois, ils ont besoin d'un petit peu plus de maintenance, puis ils la font pas tout le temps. Ça nous arrive dans des endroits où est-ce que... Il y en a d'autres, c'est pas trop grave, mais là, pour toi, où est-ce que tu étais dans le milieu de nulle part, est-ce que ça t'est arrivé que tu as eu des problèmes comme ça? Généralement, j'ai presque eu aucun problème du Québec, si on veut, parce que je suis parti avec ma propre voiture, là, jusqu'à Dawson City au Yukon. Juste au chemin de retour, ça m'est arrivé une fois. J'étais à Wawa, j'étais presque arrivé à Markham, en Toronto. Et il y avait un chargeur Tesla qui devait être compatible avec la Ioniq pour une raison ou une autre. Il y avait un problème. Et il y avait celui de Petro-Canada. Et quand je suis arrivé, il était complètement enlevé de là. Il avait creusé sous terre pour probablement résoudre des problèmes électriques. Donc, je me suis retrouvé que soit je devais virer de bord puis refaire 1 heure à sens inverse pour rejoindre le chargeur parce que j'arrête jamais à 0% non plus. Donc, j'avais cette marge de manœuvre-là. Mais ça m'aurait fait un détour de 2 heures où j'ai trouvé un hôtel sur le bord des Grands Lacs avec la plage, avec un chargeur de destination Tesla. Je me suis branché là. J'ai profité de la plage. J'ai même chargé un peu plus que ce que j'avais besoin parce que j'étais juste bien à cet endroit-là. Puis après ça, j'ai continué mon chemin vers Toronto. Mais à part la recharge... Sinon, mis à part de ça. À part la recharge, est-ce qu'il y a eu d'autres embûches ou d'autres événements qui vous ont retardé tout au long de ce trajet-là? Parce que, bon, évidemment, vous parliez de Dempster Highway, une route de gravier, tout ça. Oui. Il a dû vous arriver certaines aventures en chemin. Je peux pas croire, à 20 000 km dans ces régions-là. Oui, mais presque rien par rapport à la voiture elle-même, plus côté logistique, si on veut. C'est sûr qu'on n'embarque pas sur la Dempster
Highway sans avoir un pneu de recharge, parce que le CA ne viendra pas vous chercher si vous avez un problème. Donc, il a fallu que je me trouve un pneu de rechange avant d'embarquer sur cette route-là. Et j'étais dans le coin de Vancouver, j'ai appelé à Whitehorse pour avoir un pneu. Ils m'ont dit, oui, on a ça, on met ça de côté. Et avec le temps, je réalise, ils ont le pneu, mais est-ce qu'ils ont la jambe? Et là, j'ai rappelé, non, on n'a pas la jambe. Donc, j'ai appelé tous les magasins, personne n'avait la jambe. J'ai été obligé de faire un 600 km de détour pour trouver la jambe. Eux n'avaient pas le pneu. Donc, à Whitehorse, j'ai tout fait installer ça avant d'embarquer. Et l'autre problème que j'ai eu aussi, c'est sur le Dempster Highway. Cette route-là se mérite, hein, je vous le dis, là. Si vous lancez là, préparez-vous. Et il y a un ferry. En fait, il y a 2 ferries. Il y a 2 rivières assez proches une de l'autre à traverser. Et c'est une route de glace l'hiver. Et en période de dégel, il fallait attendre que la glace soit complètement fondue. Après ça, les niveaux d'eau étaient trop hauts. La rivière a remporté la rampe pour la descente, pour embarquer les voitures sur le bateau. J'ai dû attendre une semaine que tout ça soit rétabli avant de pouvoir traverser. Puis c'était cette incertitude-là qui était épuisante parce que il y en a qui nous disaient que ça allait prendre 2 semaines, il y en a qui disaient que ça allait prendre une semaine. Les gens viraient de bord. Puis quand j'ai réussi à traverser, une fois que j'étais de l'autre côté, le ferry a refermé, je pouvais pas revenir, donc ça m'a retardé d'une autre journée. Et une fois que j'ai traversé, la route Dempster a fermé à cause des feux de forêt. Donc j'ai eu ma fenêtre pour le faire. Nous, quand on emprunte des véhicules au guide de l'auto, on est dans nos tâches, c'est de trouver les bons côtés, les mauvais côtés, qu'est-ce qu'on améliorerait. Puis là, je pense que 20 000 km, ça te donne le droit de nous donner un peu ton impression de la Ioniq 5, parce que même si tu l'as emprunté dans Hyundai Canada, je te croirais pas quand tu me dis qu'il y a eu aucune affaire que tu améliorerais sur le véhicule. Y a-tu des choses que tu dirais que ce véhicule-là aurait pu être un petit peu mieux adapté pour ton périple? Écoute, j'ai même pensé en m'en revenant, qu'est-ce que je pourrais améliorer ce véhicule-là? Puis là, je sais que ça a l'air, on sait que j'ai été commandité pour ça. On dirait que, là, tu peux pas nous donner des mauvais côtés, là. Mais honnêtement, j'ai de la misère à trouver un mauvais côté à ce véhicule-là. Faut dire que j'ai pas votre expérience où vous en avez comparé des milliers de véhicules, là. J'ai l'expérience du consommateur, puis j'ai pas été drillé par l'équipe de marketing pour dire ça, mais j'ai de la difficulté, honnêtement, à trouver un mauvais côté à ce véhicule-là, parce que j'ai eu aucun problème, si ce n'est que sur le bord de mon windshield, il y a un petit rat qui a décollé, à peu près long de même. C'est le seul problème que j'ai eu. Après ça, dans la Dempster Highway, vu qu'on a beaucoup de boue, la boue a durci dans les roues, c'était du ciment. J'ai eu de la misère à enlever ça de là parce que j'avais de la misère à avoir accès derrière la roue. Mais c'est tout. J'ai eu aucun autre problème avec le véhicule. Puis les bons côtés, peut-être que j'aurais aimé avoir des meilleurs pneus quand il est arrivé le temps de la boue, mais ça a duré peut-être 100 km sur 20 000 km. Si j'avais mis des pneus plus gros, j'aurais perdu sur l'autonomie. Puis quand je suis arrivé à 0% à Inuvik, j'aimais mieux avoir des tailleurs, des pneus plus autonomes, qui étaient mieux pour l'autonomie au final. Mais j'ai de la misère à vous donner des mauvais commentaires sur ce véhicule-là, honnêtement. Bon, on va le prendre comme ça. La prochaine question, c'est, vous avez fait tout ce chemin-là pour aller au Mexique, après, dans votre premier périple, le deuxième, c'est en Arctique, le troisième, on s'en va où? Ouf, bonne question. C'est sûr qu'avant de vous dire ça à vous, je vais en parler à ma conjointe. Mais j'ai pas d'autres projets comme celle-là de road trip, si on veut. Là. J'en ai un pour vous. Goûter à... Ah oui, je vous écoute. Je suis. Oui. Terre de feu au Chili. En fait, c'est le genre de projet. Oui, en fait, c'est le genre de projet que si j'avais rembarqué, ça serait aussi audacieux que celui-là. Je dirais pas non à un projet comme ça. C'est sûr que là, c'est plus long. Mais si on regarde le parcours que j'ai fait en termes de distance, on est sensiblement la même chose de Tuktoyaktuk à Ushuaia, qui est la terre de feu. Ouais. Mais sauf que là, on se le cachera pas qu'il y a une autre logistique à avoir. Absolument. Vers le sud, notamment pour ce qui est de la recharge, parce que dans ces pays-là, souvent, c'est très limite, si ça existe. Voilà. C'était pareil au Mexique, la recharge.
publique était presque inexistante aussi. Évidemment, oui. Au Canada, on est comme pas mal gâtés avec ça. Quelqu'un qui voudrait entreprendre un tel périple, ou même juste un périple de quelques jours, là, tes conseils en tant que grand là, routard qui a fait ça en voiture électrique, ça serait quoi? J'imagine que tu as dû télécharger des applications pour utiliser tous les chargeurs. C'est quoi que tu dirais pour simplifier un peu le fait de voyager en véhicule électrique à nos auditeurs? En fait, s'en aller en Gaspésie ou aller à l'Arctique, il n'y a pas grande différence dans la préparation. Moi, comme vous le dites, téléchargez vos applications à l'avance. Allez voir des applications comme ABRP, qui est A Better Route Planner, PlugShare, il y en existe plusieurs, ChargeHub. Allez voir qu'est-ce qui se retrouve sur votre réseau comme type de recharge, comme compagnie, les applications que vous allez devoir télécharger, rentrez tout de suite vos cartes de crédit. C'est ce que je dirais qui cause le plus d'inconvénients, mais je sais qu'il y a des grandes nouvelles qui s'en viennent dans les jours qui s'en viennent par rapport à cette façon de faire-là. Donc, c'est à suivre, là, mais les choses s'améliorent là-dessus. Absolument. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Puis, c'est un beau voyage. Là, on a montré des photos également que vous nous avez envoyées. Là, des beaux paysages là, à travers tout le territoire que vous avez couvert avec votre véhicule ou le véhicule que vous avez emprunté. Donc, merci encore. Et ben, pour votre prochain voyage, si vous le faites, ben, bonne chance également pour celui-là. Puis, on va vous rappeler pour vous demander également comment ça s'est passé. Ça sera avec plaisir de le partager. Merci, bye-bye. Salut. Merci. Le guide de l'auto. Gabriel, tu as été essayé pas si longtemps que ça, le Land Rover Defender Octa, qui est en quelque sorte la réponse à AMG, la réponse à M, peut-être. J'ai pas conduit le véhicule, mais je peux m'imaginer qu'on essaie de se rapprocher un peu du côté performance avec cette badge Octa-là chez Land Rover. Oui, effectivement. Donc, de ce côté-là, c'est le Defender Octa. C'est comme ça que ce modèle spécial s'appelle. C'est le Defender le plus puissant, le plus rapide, le plus dynamique aussi, jamais produit par la marque. Donc, essentiellement, là, imagine-toi qu'ils ont pris un Defender 110, ils l'ont modifié en mettant un moteur BMW V8 biturbo de 4,4 litres qui développe 626 chevaux. 553 livres-pieds de couple. Donc, c'est essentiellement le même moteur qu'ils ont mis dans le Range Rover SV, donc, qui est la version performance du Range Rover. Donc, maintenant, on a une version performance du Defender. Ouais. Et c'est pas juste une histoire de puissance, ce véhicule-là, parce qu'ils ont modifié également les suspensions de la voiture. Les voies sont plus larges de 68 mm. La garde au sol a été augmentée de 28 mm. Il y a une nouvelle suspension 6D Dynamic avec des ressorts pneumatiques, avec des amortisseurs adaptatifs reliés en croisée. Exactement comme le même principe que tu retrouves Ça va être cher quand ça va péter. Exactement le même principe que tu retrouves sur des McLaren, là, avec des amortisseurs reliés en croisée. Okay. Et donc, et bon, évidemment, des freins Brembo là-dessus, des jantes de 22 pouces, des pneus de 33 pouces. Ça vous donne un véhicule qui fait le 0-100 en 4 secondes, mais en même temps qui est capable de faire du franchissement comme un authentique Defender. Et c'est ça qui est vraiment particulier de ce véhicule-là. Il y a aussi des modes de conduite, dont un mode qui s'appelle Octa, que tu actives avec un bouton sur le volant. Et ça permet de conduire vraiment à haute vitesse sur des surfaces meubles ou pense par exemple aux courses de Baja là, dans le désert en Californie. Mais aussi, le véhicule, comme c'est un authentique Defender, tu peux avoir toute la gamme d'articulation de la suspension aussi. Donc, il y a encore une fois, il y a le mode dynamique, si tu es sur la route, ça marche comme ça se peut pas. Il y a le mode Octa, si tu veux rouler vite en conduite hors route sur un terrain qui est plutôt plat, c'est possible, avec des suspensions qui ont beaucoup de débattement. Et encore une fois, faire du franchissement ici, comme tu le vois, on roule à très basse vitesse. Là, on est dans le coin, on roulait de Gateway à Colorado jusqu'à Moab au Utah. Et la raison pour laquelle on roulait là, c'est que c'est un des endroits qui avait été utilisé par les ingénieurs de JLR pour développer ce modèle-là, le Octa. Ils ont
ont fait 1,6 million de kilomètres de testing. Ils sont allés à Dubaï, ils sont allés en Suède en hiver, ils sont allés sur le circuit du Nürburgring avec ça. OK. Vraiment, là, on atteint des performances similaires au badge que j'ai mentionné au début du côté des Allemands, mais on ajoute énormément de capacité en route. Exactement. Parce que c'est un Defender. Il voulait absolument garder ce créneau-là ou cet héritage-là. Exactement. Ouais. Alors, on a même traversé à un moment donné une rivière qui était d'une profondeur d'1 mètre sans aucun problème. Donc, 1 mètre. Ça arrive des fois à Montréal quand on pète une conduite ou que ça peut être utile. Au centre-ville, tout à fait. C'est ça. Alors, pour vous donner rapidement une idée, là, le prix de ce véhicule-là, 175 000 canadiens. Il y a aussi une Edition 1 à édition limitée, 191 000 $. Bon, évidemment, la différence avec l'Edition 1, c'est plus cosmétique qu'autre chose. Oui. Évidemment, le fait que ce soit une édition limitée. Mais ça, là, un véhicule pour l'apocalypse, c'est celui-là. Ah ouais, non, il a l'air de ça, c'est très bien. Exactement. Wow. Et pour quelqu'un aussi qui va avoir une certaine performance. Maintenant, ça va être vendu au Canada. Je ne sais pas combien ils vont réussir à en vendre ici, mais une chose est certaine, je suis pas mal sûr que les gens qui vont acheter ce véhicule-là ne feront jamais ce que tu viens de voir avec. Ça va aller se promener dans les stationnements du 10-30. Oui, mais ça paraît tellement bien. Mais ça look. Ah ouais. Je suis un gros fan du produit Defender, honnêtement. Land Rover, c'est le plus populaire. Ça donne un gros coup de pouce à la marque. Et puis, à date, fiable. Il n'y a pas tant de problèmes que ça. On se dit tout le temps avec ces véhicules-là. Ça sont améliorés beaucoup. Des dernières années, pour ce qui est de la fiabilité, il y a encore du chemin à faire. Mais disons que c'est parti sur... c'est parti sur un bon pied. Puis là, on ajoute ça. Moi, j'ai essayé un véhicule qui se prétend en route. Il est plus dans la prétention. Par contre, avec moins de compétences, le Honda Passport Trail Sport. En fait, Trail Sport, c'est la seule déclinaison qu'on peut avoir au Canada. Donc, ça suit la mode là, des véhicules en route, mais nous autres, on a seulement cette déclinaison-là. Donc, il vient en 3 sous-modèles. J'aime qu'est-ce qu'on a fait avec le véhicule physiquement du côté de chez Honda. C'est beau, ça a l'air baroudeur. Les pneus quand même viandeux là, de 31 pouces, tout terrain. Bon, on a des plaques de protection, etc. On veut capter l'attention des gens qui sont dans ce segment-là, qui n'a plus grand-chose, pour leur offrir quelque chose de spécial, comme qu'on fait chez Toyota, par exemple. Puis, on a gardé une vieille motorisation V6 3.5 litres qui développe 285 chevaux, quand même assez assoiffé comme véhicule. Là, je pense que 10.5 litres au 100 sur l'autoroute, c'est ça que j'ai fait sur un Montréal-Québec. Donc, véhicule familial, mais il faut faire un petit peu attention à la consommation. Physiquement, le véhicule révèle pourquoi. Par contre, tout indiqué pour être quand même un succès auprès des gens qui sont des adeptes là, dans ces créneaux-là. Oui, en fait, moi, ce que je remarque, c'est qu'ils ont pris un petit peu une page comme de Subaru avec les modèles Wilderness ou encore TRD Pro du côté avec une garde au sol, un peu plus de performance. Puis un look un peu plus off-road, un look un peu plus hors route. Des aptitudes qui doivent être meilleures aussi de ce côté-là que les véhicules conventionnels. Oui. Mais je pense que c'est surtout une question d'image aussi. Question d'image, puis aussi, il faut faire attention avec ces véhicules-là, ces déclinaisons-là, parce que si ça sert de véhicule familial, il faut le rappeler que ça va être moins confortable sur l'autoroute, moins confortable dans la conduite quotidienne. Tout le monde a son niveau de tolérance, son niveau de... Moi, si je conduis un véhicule qui paraît bien comme celui-là, parce que je trouve qu'il paraît bien, je vais encaisser les petits bémols au chapitre du confort. Par contre, c'est quelque chose que... Tu sais, à l'intérieur là, du Passport, on a gardé les boutons rotatifs pour la ventilation. C'est des petites affaires que je trouve que chez Honda, on voulait être tout numérique, puis là, on a reculé tranquillement, pas vite. Ça a l'air un peu moins moderne que certains rivaux dans les divers segments dans lesquels Honda est. Par contre, c'est beaucoup plus fonctionnel. Puis ça, j'aime ça, justement, pour la vie de tous les jours dans un utilitaire. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. On va se revoir la semaine prochaine pour une émission du Guide de l'Auto à nouveau. Puis encore tout l'été entre moi et Gabriel jusqu'en septembre quand Antoine va revenir parmi nous. Merci Gabriel d'avoir été avec moi pour cet été encore une fois. Merci à tout le monde. Salut tout le monde, au revoir. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.